Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode podcast où on se retrouve avec Louis. Comment tu vas, Louis? Je vais très bien et toi, Manel, merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, c'est un honneur de pouvoir t'accueillir. Donc, concrètement, dans cet épisode, l'idée, c'est qu'on en apprenne davantage sur toi, ton parcours, tes objectifs et qu'est-ce que concrètement tu as réussi à faire dans le bodybuilding et dans la formation en France. Donc, déjà, je te laisse un petit peu te présenter. Alors, je m'appelle Louis, on me connaît surtout sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'accompagne chaque année des centaines de pratiquants d'un niveau amateur à bodybuilder professionnel et surtout, je forme des centaines de coachs au travers mon programme The Prep Dad Mastermind tous les ans. Ok, très concis, parfait, nickel. J'ai Et j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de m'introduire, donc j'ai tout le temps la même introduction relativement standardisée. yes. Et c'est quoi ton parcours? Tu es parti de où? J'ai fait un bachelor en sciences de l'exercice à l'université de Manchester. J'ai ensuite fait ce qu'on appelle un postgraduate diploma. En France, il y a pas vraiment d'équivalence, on appellerait ça peut-être, un master 1 vu qu'en fait, c'est un master sans thèse en nutrition de la performance. J'ai par la suite fait un autre master en nutrition de l'exercice à l'université d'Ulster. J'ai par la suite fait un autre postgraduate diploma en physiologie féminine et à côté de ça, j'ai fait, plus de 50, 60, formations annexes, anglophones dans les domaines du fitness, de la nutrition et de tout ce qui pourrait toucher, de près ou de loin, au bodybuilding. Extrêmement intéressant. Et est-ce que tu as vu une différence au niveau des connaissances ou en fonction de ce que ça t'a apporté entre, des formations vraiment reconnues avec un diplôme derrière et des formations un petit peu moins, reconnues? Ah, c'est une très bonne question. Si on prend l'exemple, par exemple, de mon master à l'université d'Ulster, je trouve que les contenus étaient, pertinents aussi bien sur le fond que sur la forme. Hem et la manière dont c'est dispensé, c'est très différent. On va dire que lorsque tu fais un cursus académique, je pense que tu es surtout là pour ton développement intellectuel personnel. Quand tu fais des formations, comme tu l'as dit, un peu moins formelles, je pense que tu es là vraiment pour, de l'information et de l'implémentation. Donc c pour moi, c'est 2 choses différentes. Il y a pas de mieux, c'est 2 choses très différentes. Moi, quand je fais un parcours académique, et je souligne souvent, master, bachelor, peu importe, c'est, plus, une quête personnelle, et un parcours intellectuel que le faire pour apprendre vraiment des choses. Mmh. OK. Donc toi, tu conseillerais de commencer plutôt sur quelque chose de plus formel et ensuite, d'un petit peu moins? Pas spécialement. En fait, je pense que ça dépend des objectifs. Alors si on parle là des coachs et des coachs sportifs, je pense que ça dépend purement de leurs, objectifs. Aucun d'ailleurs, en France, à ma connaissance, le master STAPS ne sert pas à grand chose. Enfin, du moins, des j'ai formé, des dizaines, du coup, de coachs qui ont fait STAPS, et qui ont fait un master STAPS. À ma connaissance, il y avait beaucoup d'informations qui étaient pas spécialement à jour ou qui les intéressaient pas spécialement, qui s'orientaient beaucoup vers de la préparation physique. Donc la question de l'éducation formelle, c'est ce que vous voulez dans la vie. C'est-à-dire que moi, ça me permet, là, l'objectif que j'ai et j'en fais actuellement un, c'est de faire un doctorat et ensuite, si j'en ai envie, de faire de l'enseignement et de la recherche. Si je fais ça, c'est un but qui est bien plus personnel. Je pense que c'est pas obligatoire d'avoir des diplômes universitaires, je pense cependant, et notamment lorsque tu vois, tu formes des coachs comme ce que je fais, que c'est important d'avoir un bagage universitaire qui montre que tu sais de quoi tu parles et c'est là, je pense, le la dérive de la formation en ligne. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont formateurs et il y en a très peu qui sont qualifiés pour former. Mmh. OK, intéressant. Et toi, tu as réussi à implémenter ce côté formel dans ton mastermind, par exemple? Le but, c'est d'avoir une partie des cours qui soit formelle, parce que formel, c'est professionnel et professionnel, souvent, ça te donne envie de suivre les choses et d'écouter et de lier ça avec, l'application pratique. C'est pour ça que je dis tout le temps, la science de la pratique, ça sert absolument à rien, d'apprendre des choses scientifiques si tu ne peux pas les mettre en place dans ton coaching. J'ai rendu la chose la plus pratique possible en ayant justement, ce que j'appelle un principe d'éducation, gamifié qui permet à tous les participants d'implémenter, de, valider leurs acquis et surtout de consommer la formation et de terminer la formation. Parce que le problème également qu'il y a de beaucoup de formations, c'est que les pratiquants ne les terminent jamais. Mmh. Ouais. Effectivement, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, que certains, cochaient juste et au final, ils avaient le diplôme à la fin, mais ils n'avaient même pas, regardé la formation. Et si on parle juste de formation en ligne, je crois qu'il y a,
quelque chose comme 70 des personnes qui ne terminent pas les formations en ligne. Et il y en a même qui ne les commencent pas, qui les achètent, mais qui les commencent pas. J'ai tenté de résoudre ce problème avec de l'éducation gamifiée, moi. J'ai un taux, qui a plus de qui est largement supérieur à ça, de personnes de plus de 70, 75 de personnes qui terminent mon mastermind. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour que ces personnes le suivent bien de A à Z? Le principe qui est, unique en France, qu'on appelle de l'éducation gamifiée, c'est-à-dire que la formation, hem, se décompose en plusieurs niveaux et chaque niveau, c'est un palier de connaissances et tu dois valider ce palier de connaissances pour pouvoir avancer dans la formation. Ce qui te permet de ne pas avoir juste des contenus qu'on te balance et de ne pas avoir le temps de les suivre. Là, tu suis ça à ton rythme et ça te permet d'avancer au fur et à mesure et de développer des compétences que tu peux directement mettre en pratique. Donc, il y a un double enjeu. Il y a le fait que ça soit gamifié, que tu dois faire des choses et le fait que tu puisses les implémenter en pratique qui permet justement aux coachs qui sont formés par moi d'avoir envie d'apprendre. Mmh. OK. OK, OK. Et c'est quoi un peu la roadmap que tu as mis en place pour créer une formation de zéro? Je prends mon exemple parce que, par exemple, moi, je suis en train de créer un groupe school et là, ça fait, au moins 3 mois que je suis en train de travailler dessus, sur toute la partie stratégie, création et cetera, et j'ai aussi mon côté roadmap personnel avec beaucoup d'erreurs. Est-ce que toi, tu as fait des erreurs lors de la création de tes, différentes formations, de ton mastermind, par exemple? Je sais, c'est un parcours perpétuel d'apprentissage, donc je pense pas que tu fasses des erreurs en soi quand tu crées quelque chose, à partir du moment où ce que tu dispenses est relativement correct. Donc, le le mastermind, la roadmap de la manière dont je l'ai créé, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe d'idéation, la manière d'avoir les idées du mastermind, c'était, extrêmement rapide. Parce que ce que je voulais faire, c'était combiner ce que j'ai pu apprendre, qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Le mastermind, aujourd'hui, ça fait 3 ans que ça y existe, il n'y a pas d'autre alternative qui soit aussi quantitative et qualitative et applicable en pratique. La seule chose que j'ai changé avec le temps, c'est ce que j'ai changé en 2025, c'est le principe gamifié. Avant, le mastermind, c'était sous forme de cohorte de 12 semaines. J'ai remarqué que c'était bien, mais qu'il y avait des limites. Et j'ai switché avec un modèle qu'on appelle, l'éducation gamifiée, qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs en France, dans la francophonie du moins, qui permet aux personnes de débloquer et ce que j'ai remarqué, c'est un engagement bien plus important des étudiants du mastermind grâce à ça. OK, extrêmement intéressant. Tu t'inspires beaucoup des US? Pas spécialement pour, l'éducation gamifiée, je me suis inspiré de quelqu'un qui s'appelle Tom Youngs, qui a été un de mes mentors, qui est quelqu'un qui fait purement du coaching business. Heu, c'est lui qui m'avait dit d'implémenter ça et je trouvais ça relativement bien. Il m'avait donné certaines idées, j'ai pu les adapter, au mastermind. Et après, d'une manière générale, est-ce que je me calque sur le modèle US? J'irais dire, non, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas spécialement applicables sur le modèle US, que ce soit en termes de pricing et de communication, il y a beaucoup de choses que je trouve pas applicables en France. Mmh. OK, parce que tu vois que les personnes sont différentes entre les 2 États? Le processus d'achat n'est pas le même et même chose, l'accès à certains financements n'est pas le même. Par exemple, l'exemple bête que je viens de donner, c'est aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des cartes de crédit. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est un crédit score et c'est un système de crédit, ces personnes peuvent payer, par exemple, une formation, je sais pas, 5 000 € en carte de crédit sans appeler leur banque. En France, il y a très, très peu de gens qui peuvent payer 5 000 € avec une carte de crédit sans devoir appeler la enfin, avec, pardon, une carte de débit sans appeler la banque. Ça, c'est un exemple très bête que j'ai à te donner, mais c'est, un exemple, concret. Mmh. OK. Et par exemple, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de prendre le mastermind, est-ce que tu as d'autres formations ou d'autres, De je pendant un temps, j'ai fait d'autres formations également, que vous pourrez retrouver sur, The Prep Family Circle, qui est mon espace gratuit de formation. Tu peux le mettre en description si tu veux et d'ailleurs, tant que j'y pense, également pour, te remercier de ce podcast, j'offre à tous les auditeurs, une fiche pratique de ce que j'estime être, les meilleurs conseils pour être, le meilleur coach possible. C'est une checklist, donc si tu peux la mettre en téléchargement, ça permet, aux personnes d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on va dire pendant le podcast et pour revenir à ce que tu m'as dit là par rapport aux formations gratuites, moi ce que je recommande c'est, ma chaîne YouTube. Mais la raison elle est extrêmement simple, c'est juste que l'année dernière, j'ai calculé, j'ai dispensé plus de 30 ou 35 heures de vidéos éducatives gratuites sur YouTube. 35 heures et je parle que de vidéos éducatives, hein. Je parle pas après on a fait des vlogs, des choses comme ça. Là je parle purement vidéo et podcast.
La mais les c'est pour moi, ça reste une bonne ressource et pour les personnes qui ont vraiment pas, les moyens d'investir dans leur développement personnel, même si à un certain stade, je pense que c'est important, je pense que par exemple, ce que je fais sur YouTube, c'est notamment pour ces personnes-là et ça reste une bonne base, même si c'est purement de la connaissance et hélas, la connaissance sans l'application pratique ne vaut rien. Mmh. OK, extrêmement intéressant. Parce que est-ce que au début, quand tu as commencé et quand tu as commencé à faire toutes tes formations, à ce moment-là, tu t'es dit que tu voulais partir sur ce côté «mentoring» entre guillemets, mais pour, justement former les coachs à devenir des bons coachs ou tu voulais principalement toi être un bon coach? Je voulais être mon coach. J'ai jamais pensé que j'allais faire de la formation. J'ai commencé à réfléchir à créer au mastermind quand on m'a demandé si j'allais sortir une formation et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a en face qui m'empêcherait de le faire et quand je regardais ce qu'il y avait en face, il y avait pas grand-chose et c'est pour ça que je l'ai créé. Mais jamais au début, je me suis dit que j'allais faire une formation en ligne, jamais en 2020, je me suis dit que j'allais faire une formation en ligne, jamais et Et c'est d'ailleurs, quoi c'est peut-être ouais, vas-y. non, je t'en prie. Non, j'allais dire d'ailleurs, c'est la chose que je vois aujourd'hui qui est un petit peu dommage. Il y a beaucoup de, personnes qui, se lancent directement et ils veulent vendre de la formation. Mais selon moi, vendre de la formation sans preuve sociale derrière, ça ne vaut rien. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui de juste se dire: «Bah, moi, je suis formateur». Mais formateur de quoi? Sauf si vous avez un gros background académique qui vous permet réellement d'enseigner des choses pratiques à un certain type de personnes. Mmh. OK et est-ce que selon toi, c'est important d'avoir fait c certaines formations, d'avoir des gros diplômes et cetera pour être un bon coach? Il faut avoir fait les bonnes formations. Bonne formation. C'est moi souvent je donne le nombre de 60, c'est pour expliquer aux personnes que j'ai eu la volonté de me former. J'ai jamais dit: «J'ai fait 60 bonnes formations». Et j'ai tourné un podcast hier, on parlait un petit peu de ça et dans ce podcast justement, je disais, si vraiment je pense que je peux en sortir 10 du lot et dire que c'est le meilleur, tu vois? C'est 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 pas le but, c'est pas le nombre de formations, le but c'est la qualité de l'information que tu as reçue et comment tu appliques cette information qualitative. Encore beaucoup écoutent, mais ne sont pas, proactifs lors de l'application. Je sais que je dispense aujourd'hui des en moyenne, je pense sur YouTube 2 heures de vidéos éducatives par semaine gratuites. En moyenne, on va dire entre 1 heure et demie et 2 heures gratuitement sur YouTube par semaine. Je pense réellement qu'il y a 3 des personnes qui prennent des notes durant ces vidéos. À partir de ce moment-là, ce que vous faites, c'est du divertissement, c'est pas de l'éducation. Donc comme tu dis, si tu es pas proactif lors de l'écoute, ça sert à rien. Mmh. OK et selon toi maintenant, avec tout ce qu'on a sur YouTube, on pourrait très bien réussir à se former sans, payer quelconque formation? Oui, en fait, ça dépend ce que tu appelles te former. Si tu me parles d'accéder à de l'information, mais l'accès à l'information, tu vas sur ChatGPT, tu l'as. Enfin, ou tu vas sur, Gemini, tu l'as, tu vas sur Perplexity, tu l'as. L'information, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'implémentation. Mmh. Donc évidemment, tu peux t'informer partout et moi j'invite les personnes, informez-vous partout et allez vers les personnes qui vous permettront d'implémenter ce savoir. Ça, c'est ce qui compte et ça passe par, une capacité décisionnelle et une expertise qu'on ne peut pas inventer avec l'intelligence artificielle ou du moins que personne n'a fait. Est-ce que tu peux te former partout? Si ta vision de te former, c'est d'acquérir plus de connaissances, oui, tu peux te former partout. Encore faut-il savoir chercher les bonnes informations. Et c'est intéressant que tu parles de l'intelligence artificielle. Comment tu la vois évoluer? Est-ce que l'intelligence artificielle va voler le métier de coach? Non, parce que demain, les personnes qui prennent du coaching prennent un coach pour plusieurs choses. Ils prennent un coach pour la relation sociale, ils prennent un coach pour, la capacité décisionnelle du coach et ils payent un coach également pour, l'ensemble de la personnalité du coach. Souvent, on paye un coach bien plus pour le coach que pour les compétences du coach, d'accord? Donc l'intelligence artificielle remplacera les mauvais coachs. L'intelligence artificielle remplacera les coachs qui dispensent des plans PDF, diète training, qui répondent pas à leurs clients, les coachs qui ont aucune intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence artificielle remplacera ces coachs-là. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les bons coachs, heu, en ligne et encore moins du coup en présentiel. Ça, c'est impossible. Ouais, OK et par rapport au présentiel, selon toi, je pense que c'est 2 choses complètement différentes du coup, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un coach entre en ligne et en présentiel?
Je vais te dire, ça n'a rien à voir parce que ça dépend de ce dont tu parles. Si tu parles de qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement parlant? Évidemment que le coaching en ligne est plus intéressant financièrement parlant. Si tu parles du plaisir en soi, je connais de nombreux coachs présentiels et des coachs qui ont fait le mastermind notamment, qui m'ont dit: «Moi, je veux un petit peu de clients en ligne, mais je veux continuer à aller en salle parce que j'aime accompagner mes clients». Donc c'est si ta motivation n'est que financière, fais du coaching en ligne, mais je trouve ça un peu triste. Les gens qui aiment le coaching en présentiel, qu'ils continuent à en faire. Bien sûr. Et vis-à-vis des motivations, selon toi, c'est quoi les bonnes motivations pour être un bon coach? Vouloir aider des personnes, vouloir transformer des personnes, vouloir changer quand je dis transformer, c'est pas uniquement physiquement. C'est vouloir transformer la vie de gens et améliorer positivement la vie de personnes. Ça, ce sont les bonnes motivations pour être un bon coach, ou du moins, c'est les motivations que j'ai toujours retrouvées chez des coachs qui ont duré. Ceux qui sont là pour l'intérêt financier ne tiennent pas sur le long terme. Non, non, j'en connais pas. Et ceux qui sont motivés uniquement par l'argent ne tiennent pas. Parce que petit 1, ça se voit, quand tu es dans la demande, ça se voit, quand tu as besoin, ça se voit, quand tu es que intéressé par ça, ça se voit et c'est souvent des coachs qui ne produisent pas de résultats. OK. Et comment tu as su mettre en application, toi, tout ce qui est preuve sociale? Tu en parlais tout à l'heure, c'est assez intéressant. Quand j'ai commencé le coaching, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Déjà, il y avait beaucoup moins de concurrence. C'était en 2020, 2021, 2022, il y avait beaucoup moins de concurrence. Moi, en 2020 et 2021, je ne postais que des avant-après sur Instagram, je ne postais pas spécialement de contenu éducatif. 2021-2022, je commençais à poster du contenu éducatif et j'ai vraiment commencé à poster du contenu un peu plus éducatif à partir de 2023. Mais hélas, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, la preuve sociale, ça sera, des témoignages vidéo, ça sera des transformations accompagnées de témoignages textes de clients qui expliquent que leur vie a changé. Et ça, c'est devenu indispensable et c'est réussir à transmettre au travers ces témoignages la manière dont le coach réussit à faire son coaching. C'est la manière dont je vois la preuve sociale, mais encore faut-il que les preuves sociales soient de qualité et c'est je l'ai mentionné dans un podcast que j'ai tourné ailleurs, je ne sais pas s'il sera sorti quand tu sortiras celui-là, mais j'en parlais justement, avec, les 2 invités que j'avais. C'était la preuve sociale doit être qualitative, que ce soit une transformation avec un bon témoignage, que ce soit un témoignage, vidéo de la personne, mettre un message de quelqu'un, parce que j'en vois de plus en plus sur Instagram, qui mettent, un screenshot d'un message qui dit, «Super sens aujourd'hui». Ça, c'est pas une preuve sociale ça. Faux. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent: «C'est la quantité de preuves sociales qui compte». C'est faux. C'est la combinaison, c'est la combinaison de la quantité fois de la qualité de la preuve. Laquelle moi si qué moi personne va acheter le mastermind si quelqu'un dit: «C'est une super formation». Ils vont acheter le mastermind si c'est une super formation parce que quelqu'un qui te dit: «J'ai passé une bonne séance», ce n'est pas une preuve sociale, c'est brasser de l'air. Mmh, OK. Et même pour des coachs qui débutent et qui ont peut-être, 2-3 clients? Mais oui, déjà 2-3 clients, ça si 3 transformations 3 transformations de clients, ça te fait un résultat vidéo, ça te fait un avant-après, un carrousel, un réel que tu peux faire. Déjà, ça veut dire que 3 clients, ça te fait déjà 4 preuves sociales. Pardon, 12 preuves sociales, 4 par client. Bah oui, tu peux les détourner de différentes manières et tu peux produire des choses plus qualitatives. Pour les coachs qui débutent, même chose, c'est si vous n'arrivez pas à avoir de clients, faites un peu de coaching gratuitement pour certaines personnes, ça peut être utile pour avoir plus de preuves sociales. Ça. Mais c'est comme ça aussi que j'ai commencé. Au début, j'étais Voilà, plus bah, fan, mais au final, j'ai fait gratuitement et je suis monté. c'est ce qu'on a tous fait à un certain stade. Et toi, tu conseilles de faire ça, par exemple, aux membres de mastermind quand ils ont, 0 client? Ça dépend vraiment. Moi, le but du mastermind, comme je te dis, moi, c'est pas un c'est un accompagnement qui est pluridisciplinaire. Moi, les 3 piliers du mastermind, c'est la connaissance scientifique, les systèmes de coaching et le business, comment se vendre. Dans la partie business, moi, ce que j'explique, c'est si vous appliquez tout ce qu'il y a dans le mastermind, vous pouvez avoir vos 10 premiers clients ou vos 10 nouveaux clients si vous êtes déjà lancé en ligne. Si vraiment vous avez zéro preuve sociale, que vous-même, vous ne vous êtes pas transformé, évidemment que coacher gratuitement quelqu'un, ça peut être une solution pendant 12 semaines. Ouais, OK, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Selon toi, c'est quoi la relation entre ton physique, parce que moi, par exemple, j'ai pas de physique pour le coup, et on me dit que je ne suis pas légitime à Ah, être coaching. C'est quoi cette relation pour toi? Est-ce que tu trouves ça, par exemple, cohérent? moi, je veux dire, la seule chose sur laquelle on m'a attaqué ces dernières années, c'est sur ça. J'en parlais dans un podcast hier et j'ai expliqué une chose. Je disais, si les personnes
savait la quantité d'heures que j'ai travaillé pour dispenser ce que j'estime être la meilleure formation francophone pour les coachs en ligne, s'il savait le temps que j'ai passé à coacher des centaines de personnes pour qu'elles soient à leur meilleure physique sur scène, si j'ai voyagé à des dizaines de compétitions, évidemment que je me suis permis de ne pas prioriser le fait d'aller à la salle tous les jours et le fait de meal prep pas. Parce que ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était d'être le meilleur dans mon travail. Alors évidemment, ça aurait pu m'aider sur plein de points, d'aller m'entraîner plus souvent et de suivre une meilleure diète. Je suis totalement d'accord avec ces personnes-là. Mais ça ne me servait pas à ce moment-là et ça ne servait pas les personnes que j'accompagnais. Est-ce que vous pensez sincèrement que les personnes que j'ai accompagnées se sont dit une seconde: «Ah putain, le coaching il serait mieux, si Louis il était dans une meilleure forme». C'est pour ça que la critique là-dessus et même, j'aurais pu te poser la même question, la critique que tu reçois, petit 1, je peux entendre les personnes qui disent ça, heu, mais ça change quoi? Donc moi, j'ai une relation très spéciale à ça. J'ai prouvé à de nombreuses reprises, que ce soit dans les entraînements ou n'importe, que je sais m'entraîner, que je peux m'entraîner lourd, que je peux m'entraîner avec des athlètes professionnels, que j'ai aucun mal à suivre, certains volumes d'entraînement de certains athlètes et vous pouvez le voir dans des dizaines de vidéos. Mais ces personnes vont toujours ignorer cette partie-là et vont toujours te ramener sur ton physique actuel. Le physique ne fait pas la compétence. Par contre, je suis d'accord sur un point et c'est que si demain vous n'avez pas de clients quand vous êtes coach sportif, évidemment que vous êtes votre propre vitrine. Tant que vous n'avez pas de clients pour vous aider, heu, ça sera compliqué. Et même chose, on me dit souvent: «Ah oui, mais pourquoi Louis, dans ces cas-là, tu ne montes pas ta transformation là, maintenant? Ou pourquoi tu fais pas une compétition là, maintenant?» Et ma réponse à ça, elle est toujours simple. Quand vous avez coaché des personnes au meilleur niveau naturel, amateur, que vous avez coaché des personnes à un niveau top professionnel, est-ce que je vais impressionner quelqu'un avec ma transformation? Non. Donc ça ne ce n'est pas à mon service de faire ça. Et moi, mon but, c'est de servir le plus de personnes possible, c'est-à-dire les coachs qui sont là pour se former, les athlètes qui sont là pour progresser, les personnes d'une manière générale qui sont là pour progresser. Donc ça, c'est ma j'ai été un peu long, mais c'est la vision que j'ai par rapport à ça. Et c'est la même chose pour toi. C'est en que tu fais des cours de posing. Enfin, tu es prof de posing. Dans ces cas-là, je pourrais faire la même remarque. Dans ce cas-là, je pourrais très bien aller voir un coach de posing, qui est musclé et qui a jamais fait de danse et je lui dirais: «Ah oui, mais regardez à l'époque, il faisait de la danse, faut que tu te mettes à la danse». Enfin, je sais pas, enfin des choses, insensées. Puis en plus, toi, c'est voilà, tu dis pas tu es coach de enfin, tu me dis que tu es coach de posing, enfin, je vois pas le mais de toute façon, c'est toujours la même chose, il y a un proverbe qui est relativement vrai, c'est: «Vous ne vous ferez jamais critiquer par meilleur que vous». C'est, je trouve, relativement réaliste. Je n'ai jamais vu de haters dans la vraie vie et de toute façon, les personnes qui commandent des idioties sur YouTube ne sont souvent enfin, sont souvent des personnes qui ont beaucoup de temps à perdre. Ouais. Ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller commenter quelque chose de négatif sous la vidéo de quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sauf si c'est quelque chose de dangereux, disait la personne et que j'avais envie de corriger, une information factuelle. Critiquer quelqu'un sur son physique, mais vous avez quoi à faire de votre vie? 100 d'accord. OK. J'aimerais bien savoir un petit peu la stratégie contenu que tu mets en place. Là, par exemple, je sais que tu avais fait justement un webinaire. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi derrière par rapport à ce webinaire? Moi, le but aujourd'hui, c'est d'avoir l'impact le plus important sur le maximum de coachs possible. L'intérêt du workshop que j'ai fait, où il y avait plus d'une centaine de coachs inscrits dessus, c'était de les aider à appliquer pratiquement, heu, pardon, à appliquer en pratique, la manière dont on devrait vendre, selon moi, son coaching en 2026. Et pour les coachs qui étaient intéressés, les autres coachs, normalement, c'est quelque chose que je réserve au monde de mon mastermind, ils pouvaient en plus, s'inscrire au mastermind après s'ils en avaient envie. Mais la stratégie, c'était de rendre accessible certaines parties de connaissances que je dispense dans mon mastermind. Donc la stratégie aujourd'hui personnellement que j'ai dans mon contenu, c'est juste de ne pas forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Ma stratégie de contenu, c'est: «J'ai fait ça, si ça vous plaît, allez le voir, regardez-le et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller regarder ce que je fais dans mon mastermind». C'est tout. Donc, si tu pourrais synthétiser très simplement ton workshop, comment vendre sans vendre, que dirais-tu? Dominez votre niche. Être être le numéro un de sa niche et selon toi, ça passe par quoi?
délivrer la meilleure qualité possible dans tout ce que vous faites, que ce soit des formats courts, des formats longs et l'accompagnement que vous avez. C'est comme ça que vous dominez une niche. Le plus de contenu que vous allez faire et de valeur que vous allez donner, le plus de résultats vous allez avoir, le meilleur vous serez. Mmh. Est-ce que selon toi, le coaching en ligne en 2026 est bouché? Non! Non, c'est pas bouché et puis le non, c'est pas bouché, c'est oui, c'est non, mais c'est rempli de personnes qui ne savent pas quoi faire. Mais j'ai toutes les semaines cette question-là, en Q&A Instagram: «Est-ce que c'est saturé? Est-ce que c'est bouché?» C'est saturé de personnes qui ne savent pas quoi faire. Regardez, allez sur le profil des 3 quarts des coachs que vous voyez sur Instagram. Les 3 quarts, il y a pas de preuve sociale, il y a pas de post, ils postent rien, ils postent d'une manière lacunaire, il y a pas de contenu, c'est vide, ils copient des trends, il y a rien. Il y a très peu de bons coachs. Ah bien sûr. Tu vois? Moi, je me soucie aujourd'hui des gens qui veulent vraiment réussir Ah bien et sûr. ça, c'est pas la même chose. Après, il y a aussi ton identité, ta brand et cetera, par exemple. Comment toi tu as réussi à la développer? C'est plus une, conséquence de tout ce que j'ai fait que quelque chose que j'ai souhaité. Je me suis jamais dit, «Je vais m'appeler comme ça». Moi, on m'a appelé comme ça. Il y a une de mes clientes un jour qui m'avait dit: «Ah tu me prépares, tu es comme mon père, The Prep Dad». C'était une cliente américaine parce qu'avant en 2020, je coachais qu'en anglais et que sur le marché, US. Elle m'a appelé comme ça. C'est comme ça que je me suis appelé The Prep Dad. Je me serais pas autonomé personnellement, et c'est venu comme ça. J'ai jamais cherché à développer à tout prix un branding, une identité visuelle. C'est venu avec le temps et avec ce que j'aimais. C'est venu avec surtout ce qu'il faut se dire, c'est quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais comme de la manière dont tu aimes et après ça devient ton identité. Bien sûr. Moi, il y a quelque chose qui m'a directement, attiré sur ton contenu parce qu'il y a 2 ans de ça, je voulais justement aussi être, plutôt, coach sportif en musculation et je regardais beaucoup tes podcasts et moi, ce qui m'avait vraiment attiré et qui m'a fait regarder justement tous tes podcasts, c'était ton éloquence. Je trouvais vraiment que tu avais une éloquence qui te démarquait des autres coachs et c'est même pour ça aussi que même, aujourd'hui, je regarde tes vidéos, même si je m'intéresse pas forcément à être un bon coach, muscu, mais effectivement, ton éloquence m'apprend, moi, de mon côté aussi, à mieux parler. Comment tu l'as développé? Déjà, c'est gentil, ça me fait plaisir et je pense, il y a quelque chose d'important que les personnes qui écouteront ce podcast doivent retenir et c'est ce que je dis tout le temps. On a une particularité, chacun on a une particularité, spécifique chacun. Il y a certains qui appellent ça zone de génie, je déteste ce mot, je sais pas pourquoi, je vois pas je pour moi c'est un peu vide comme terme, c'est un terme qui a été repris, des États-Unis, utilisez vos propres termes quand vous parlez en français. Donc on a chacun cette particularité unique et je pense qu'on doit tenter de développer cette particularité et il y a aussi le fameux débat de l'inné contre de l'acquis. Il y a des choses que tu peux acquérir et il y a des choses qui sont innées et je peux dire que, notamment la manière dont je parle, c'est quelque chose qui est inné et j'ai toujours été comme ça depuis très longtemps. J'ai toujours, été, relativement, on va dire, un bon orateur, même si à certains moments, j'avais peut-être pas eu l'occasion de plus le mettre en avant que cela et j'ai capitalisé là-dessus. Je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui reconnaissent ma voix et forcément, j'ai tout le temps des commentaires sur ma voix, où je suis un mélange entre, Jean-Marie Le Pen et enfin, ça me fait toujours beaucoup rire. Mais, c'est également votre particularité unique et donc quand vous avez des particularités uniques, vous devez les mettre en avant. Et c'est pour ça, je pense que les podcasts, c'était le bon format pour moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la facilité à écouter ça. Et donc par rapport à l'éloquence, juste si j'ai un conseil à donner, c'est toujours le même, mais c'est le plus vous pratiquez, le meilleur vous deviendrez. Je me souviens que le deuxième podcast que j'avais tourné, le deuxième en studio, ça devait être sur la diète ou quelque chose comme ça, ou c'est sur les pires régimes alimentaires, je sais plus exactement et quand j'avais, fait le podcast, à la fin, je m'étais dit: «Ah c'est nul». Nul, c'était nul et je crois que c'est un de mes podcasts qui avait fait le plus de vues de la première année de mes podcasts. Donc la preuve qu'on n'est pas si mauvais que ça et que ça plaira toujours à quelqu'un, mais c'est et après, c'est la quantité que vous allez produire qui fera que vous vous améliorez. OK, intéressant et par rapport au fait de parler anglais, pour toi, c'est important pour un coach? Hem, oui et non, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez aller plus vite, vous prenez mon mastermind. Si vous voulez au-delà de ça et vous voulez faire des formations à l'étranger qui sont super, je parle souvent par exemple de Mac Nutrition Unique, qui a une bonne formation, il y avait Prescript niveau 1, 2, 3 qui
sont des bonnes formations. N1 Education, il y a certains modules, ce sont des bonnes formations. Et ben, faut accepter qu'il va falloir parler anglais. Et donc c'est quelque chose, même chose, c'est ça s'apprend. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. C'est si vous voulez avoir accès à d'autres points de vue, d'autres connaissances, oui, c'est intéressant. Et toi, tu as appris comment l'anglais? J'ai appris en regardant des vidéos de bodybuilding. Voilà. Voilà et après non, alors ça, c'était au début et après, j'ai fait mes études supérieures en anglais, toutes. Forcément, ça t'oblige aussi à comprendre et à parler. De toute façon, ça t'oblige, sinon tu passes pas l'année et puis même chose pour rentrer dans une université anglaise, vous devez avoir l'IELTS et vous devez avoir un bon niveau, je sais plus quoi. Ça doit être noté sur 7. Vous devez avoir au moins 5,5 ou 6 partout. Vous devez avoir un niveau C1 ou C2 pour, non C1 pardon, pour rentrer, dans quasiment toutes les universités anglaises. Donc ça t'oblige, hein. Quand tu as pas le choix et que tu as envie de faire quelque chose, bah, tu le fais. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant parce que moi, je vois vraiment ce type d'université comme, vraiment le must du must et que c'est assez compliqué à entrer. Est-ce qu'il y a des sélections qui sont vraiment précises et comment pouvoir, y entrer? Hem En fait, ça dépend, c'est toujours la même chose. Ça dépend du programme que vous faites. Demain, pour accéder à certains masters, ça peut être plus ou moins dur et moi, je sais que notamment, j'avais appuyé mon master par toutes les autres formations que j'avais pu faire et par le fait que je coachais déjà des athlètes. Et c'est quelque chose, je pense que ça m'avait valorisé. C'est toujours la même chose, ça dépend de la formation en soi, Manel, parce qu'il y a des promotions où il peut y avoir plus ou moins de place. Il y a également des choses qui intéressent beaucoup moins de personnes donc c'est pas forcément, c'est plus ou moins élitiste, mais ça dépend à quel degré. On parle pas de Harvard, Bien sûr. OK, je où vois. là, tu as une sélection qui est sûrement bien plus précise. Ah j'imagine. OK et c'est quoi là tes objectifs à la fois niveau formation, niveau projet sur le mastermind, durant les prochaines années? Moi, le but, c'est que le mastermind soit la formation de référence pour les coachs qui veulent se développer, avoir les meilleurs systèmes, un business qu'ils aiment, une bonne rétention client et une très bonne connaissance et donc d'être les meilleurs coachs possibles. Je veux que ça soit, la formation la plus reconnue en France en formation en ligne. J'ai cette ambition-là parce que je sais que c'est quelque chose qui est possible. Tu sais, au départ, tu commences toujours, tu formes une première session, 20 personnes, une deuxième session, 25 personnes, 30 personnes. Là, déjà, cette année, et bon, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté en vendit. Maintenant, j'essaie de limiter les places entre 20 et 30 par mois ou tous les 2 mois. Et le but, c'est d'avoir la meilleure formation, le meilleur soutien, les meilleurs contenus, les meilleures réponses aux questions pour permettre au coach de vraiment se développer. OK et pourquoi tu limites les places? Je limite les places parce qu'il y a mon support à moi. Tu peux pas assurer le meilleur support à de nombreuses personnes quand tu sers d'un coup 100 personnes. C'est juste pas possible. OK. Parce que toi, au final, là, tu es présent, pour les appels de groupe et après tu as quoi d'autre à faire? Je suis présent pour les appels de groupe, il y en a 3 par semaine. Je corrige tous les cas pratiques des participants, je corrige les systèmes de coaching des participants, je réponds à toutes les questions, que ça soit dans le groupe, on a un groupe, pour les questions-réponses ou dans les discussions mastermind. Heu, Dès qu'on m'envoie des contenus, je les regarde, donc ça c'est une grosse partie du temps. Heu et heu et je le fais moi-même parce qu'encore une fois, les personnes payent pour avoir un accès à moi. Donc déléguer serait pas intéressant, selon toi? Mais en fait, il faudrait que je réussisse à déléguer par quelqu'un qui sait bien faire ce travail-là et ce qui est relativement compliqué. J'ai un nouveau système que j'appliquerai bientôt dans le mastermind, je ne peux pas en parler tout de suite, mais qui donnera plus de support et il y aura d'autres personnes qui seront impliquées, heu, mais la majeure partie du travail sera toujours faite par moi, et même chose, ce qu'il faut aussi se dire, c'est, hem, avoir 100 personnes sur un live, c'est très compliqué. Tu vois, au workshop, j'ai eu 80 personnes sur un live, c'est beaucoup 80 personnes sur un live. Si les gens ont des questions, comment est-ce que tu fais? Tu peux pas servir autant de personnes, bien servir autant de personnes d'un coup. C'est pour ça, je trouve que le bon nombre, c'est de limiter, entre 20 et 30 personnes suivant les sessions et suivant ce que j'ai envie de faire à un moment T, parce que chaque semaine, les sujets de live, changent et ça me demande un certain degré de préparation. Par exemple, pour donner une idée, le workshop qui était un workshop pour les membres du mastermind, il a duré 3 heures et demie. Il y avait 150 slides. Ouais, ça prend du temps. Donc ça prend un gros temps de préparation et surtout quand vous voulez bien faire les choses, parce qu'après moi, le reste de mon travail également, c'est énormément de, recherche et il nous faut suffisamment de temps pour continuer à faire de la recherche.
Parce qu'il y a de la recherche pour créer de nouveaux cours, pour améliorer de nouveaux cours. Là, pour tout te dire, j'ai une liste de contenus que j'ai appelé amélioration mastermind et là, pour les prochains mois, j'ai, 43 nouveaux cours. OK, et comment tu fais pour t'organiser autour de tout ça? Ah ouais, j'ai toujours eu des systèmes d'orga j'avais sorti une formation qui a beaucoup de personnes qui m'avaient pris il y a deux ans, maintenant 3 ans, non 2 ans. Autour de la productivité, j'ai des systèmes de productivité qui sont, extrêmement, spécifiques que j'ai conçus depuis longtemps, que ce soit en termes de recherche. Mes bases de données de connaissances, c'est quelque chose que j'accumule depuis des années, en fait. Donc pour moi, c'est très simple d'avoir accès à de l'information parce que les 3 quarts des informations, je les ai sauvegardées. Pour tout dire, par exemple, moi, je lis sur une Kindle. Dès que je surligne quelque chose, ça s'importe sur mon logiciel de prise de notes et ça le classifie par livre, par thème, par auteur, directement automatiquement. Et c'est plein d'automatisations que j'ai fait au fur et à mesure de l'année pour s'assurer que je ne perde jamais l'information. Et si j'ai envie de réutiliser l'information, que ça soit extrêmement simple pour moi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force du mastermind, c'est que du coup, je peux implémenter extrêmement rapidement pour les personnes qui font le mastermind. Parce que j'apprends quelque chose, je peux sortir une présentation dessus dans 2 jours. Impressionnant. Et c'est juste la capacité et aussi la particularité que j'ai et qui a, je pense, aidé beaucoup de personnes, c'est ma capacité de création. Parce que pour créer 3 vidéos différentes par semaine sur YouTube, dont un format très long et que ça se répète jamais, faut être créatif, hein. Plus créer tous les cours, faut y aller. Donc je pense aussi c'est ma capacité d'idéation et d'avoir des idées qui est bonne et dès que j'ai l'idée, elle est jamais perdue, je la note directement. Je me fais des messages vocaux et je retiens. OK, et comment tu fais pour noter tout ça? Parce que, par exemple, moi, c'est vrai que c'est un peu le bazar. J'ai Notion d'un côté, j'ai mes notes, ensuite j'ai mes rappels, tout est en bazar. Moi, j'utilise un logiciel, ça s'appelle Tana, T-A-N-A. Ça permet c'est un système de notes avec, ce qu'on appelle des super tags pour classifier les choses. C'est un peu compliqué pour certaines personnes à prendre en place. C'est un mélange entre, Obsidian et Notion, et je trouve que c'est le meilleur système, je l'utilise depuis 2 ans. OK. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'était qu'au final, le mieux, c'était le plus simple et qu'il n'y avait pas forcément de meilleure, application. L'idée, c'est que ça te corresponde. Oui, mais le mieux, c'est de pouvoir lier les choses entre elles. En fait, c'est ce qu'on appelle des liens bidirectionnels. Je veux qu'une idée soit reliée à une autre, je veux pouvoir identifier les idées. Je ne sais pas si demain je tape un mot-clé dans une phrase, que je clique sur ce mot-clé et qu'il y ait tout ce qui a un lien avec ce mot-clet. Par exemple, si demain je tape caféine, dans ma base de données, j'aurai toutes les études en lien avec la caféine que j'ai depuis 3 ans. Parce que toutes les idées sont liées entre elles. C'est ce qu'on appelle des liens bidirectionnels. C'est ce sur quoi se base, par exemple, l'application Obsidian. Il y avait également Reflect, Logseq. C'est toutes les applications qui font la même chose et qui sont fortes pour faire ça. Et c'est là où Notion était un peu moins bon et là, ils sont devenus un peu meilleurs. Et aujourd'hui, Notion, c'est pour moi, ils ont inclus beaucoup trop de choses et ça dessert la fonction principale qui était la prise de notes. C'est intéressant, et toi, comment tu fais tes recherches sinon? C'est par exemple sur Google ou tu as des sites spécifiques? Non, bah, pour tout ce qui est recherche, recherche scientifique, j'ai des abonnements à des magazines de recherche et après j'utilise, PubMed, Google Scholar. Ça, c'est pour les recherches pures, quand je fais, de la recherche scientifique. OK, et tu organises ta journée comment si, Comment est-ce que j'organise ma journée? La plupart du temps, je me lève tous les jours entre 5 et 6 heures. J'ai pas besoin de réveil, ça fait des années que je me lève à peu près à cette heure-là. Je commence en buvant un café, même si à ce qui paraît, c'est pas spécialement optimal selon certaines personnes, mais j'estime que c'est bien. Et soit je commence par lire, ça dépend des journées, j'ai pas une morning routine parfaite. Soit je traite directement mes mails et mes messages. Ça dure la plupart du temps, 1/2 heure à peu près, le temps de traiter absolument tous mes mails. Comme ça, j'ai, inbox, 0. Et ensuite, j'ai des blocs de temps suivant l'énergie que j'ai. La plupart du temps, le matin, j'essaye de faire de la création parce que je trouve que le matin, c'est là où je m'en sors le mieux et l'après-midi, je fais des tournages. La plupart du temps, j'essaye de tourner mes podcasts de 15 à 17 heures. Je suis en studio 3 à 5 fois par semaine pendant 2 heures pour filmer, toutes les semaines et j'essaie la plupart du temps de le mettre l'après-midi et le matin, heu, je je fais du travail créatif. Ce que j'essaye de faire maintenant, je 4 fois par semaine, je m'entraîne le matin directement après avoir, traité mes mails. Comme ça, c'est fait, ça me prend 45 minutes et c'est fini. Voilà. Je OK, répète ça tous les jours. OK, et tu es plutôt pour l'emploi du temps flexible ou strict? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai mon Google Calendar
et j'ai juste les rendez-vous importants et sinon à côté de ça, j'ai mon cahier avec, la liste des tâches à faire, je les fais, point barre. Comment toi tu Un agenda, le principe d'un agenda, c'est qu'il y ait que des événements dedans. Donc moi, sur mon agenda, il y a uniquement les événements. La particularité, c'est par exemple les appels, je les mets quasiment tous le même jour. C'est pour ça que je t'ai proposé aujourd'hui pour faire le podcast, parce qu'aujourd'hui, avant toi, j'ai eu 4 appels ou 5 appels aujourd'hui, mais j'ai qu'1 journée par semaine où j'ai des appels et le reste, c'est j'ai les live mastermind, mais c'est quelque chose de différent et le seul autre truc que je mets dans mon agenda, c'est tout simplement, les entraînements. Voilà. OK, donc Et avoir vas-y, je t'en prie. oui, et le dernier truc que je mets dans mon agenda, une fois par mois, je prends 4 à 5 heures de mon temps pour revoir tous mes chiffres du mois. Tous, voilà. Comme ça, c'est fait en une fois, il y a pas besoin de les traquer tout le temps. Est-ce qu'avoir un CRM quand on est coach, c'est intéressant? Oui, avoir un CRM, c'est la base, juste savoir, les clients que vous avez, le moyen de les contacter, leur profil Instagram, les leads que vous avez, l'argent que vous touchez, oui, c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Et d'ailleurs, dans mon par exemple, pour donner un exemple bête, même la gestion de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça et c'est pour ça que moi j'ai invité, mon ami Cyril qui est banquier privé et qui, se charge moi de mes finances pour intervenir dans le mastermind, pour expliquer aux coachs, justement comment gérer leurs finances. Mais pour dire que j'essaie également dans le mastermind d'implémenter des choses avec d'autres personnes qui s'y connaissent mieux que moi dans certains sujets pour les aider. Et donc, pour la réponse à ta question, oui, un CRM, c'est indispensable. Selon toi, quelles seraient les bonnes méthodes de productivité? Parce que de nos jours, on est distrait partout, on va être distrait par les réels Instagram, par, tout le contenu qu'on peut voir. On est vraiment à la course de, l'attention. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour éviter cela? Commencez par être un créateur et pas un consommateur. Le contenu que vous voyez doit vous servir à créer, il ne doit pas vous servir à consommer. Vous voyez un contenu qui est bien, moi ce que je fais, c'est que je copie le lien du contenu, je mets dans mon logiciel de productivité et je mets le tag Content ID. Ça peut me donner une idée de format, ça peut me donner une idée de contenu, c'est ça la première chose. La deuxième chose, quand vous créez du contenu, l'idée même, elle peut partir de quelque chose qui existe déjà ou elle doit partir de vous. Donc je vous recommande, moi j'ai une tablette, qui s'appelle Remarkable, je sais pas si tu connais? C'est la tablette, papier, c'est une tablette numérique papier, c'est pas mal. Moi, c'est là où je crée tous mes contenus et je prends les idées. Parce que les idées doivent venir de vous et doivent pas venir de ChatGPT. Tout le monde aujourd'hui utilise ChatGPT pour créer ses contenus, ça se voit, c'est horrible. Je suis C'est très d'accord. mal écrit. Mmh. Donc, commencez à penser à ça. Et pour moi, pour, devenir productif, ça passe par arrêter d'utiliser ces écrans et commencer à réfléchir avec un papier, un stylo, une tablette, peu importe, et écrire des choses. Mmh. OK. Intéressant et toi donc est-ce que des fois tu as des phases où tu vas aller sur Instagram, je sais pas, regarder peut-être un petit peu, ce que les autres concurrents font, regarder des réels ou des problématiques que ta cible rencontre et cetera, les enregistrer et après par la suite pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là? Non, je fais pas ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. Ce que je fais, c'est que si je suis sur Instagram et que je vois un contenu que je trouve bien, je vais l'enregistrer, je vais le regarder plus tard. La plupart des idées, ça vient des problématiques que les personnes que je forme ont rencontrées. Les idées, elles sont partout autour de nous, hein, même parfois je me balade dans la rue, j'ai une idée, je la note. C'est plus comme ça que je réfléchis, plus qu'en regardant le contenu des autres. Parce que en regardant le contenu des autres, tu te mets souvent à reproduire le contenu des autres et ça, c'est le problème. Mmh. OK, c'est vrai et du coup forcément ce problème-là, c'est que tu n'arrives pas à bien te différencier, être le top de ta Exactement, niche. c'est exactement le problème. OK. Une autre question que j'avais, c'est est-ce que selon toi, lancer un podcast quand on est coach, que ce soit quand on débute ou même, quand on est un petit peu plus avancé, c'est primordial. J'en ai parlé dans le workshop, la réponse, c'est absolument non. Surtout pas, ne faites pas ça, c'est souvent une mauvaise idée. En fait, lancer un format long, c'est une excellente idée. Lancer un podcast, dans énormément de cas, c'est une très mauvaise idée, je vais te dire pourquoi. Quand tu es un coach que tu n'es pas connu, pourquoi est-ce que j'irais t'écouter? Faut se dire que la plupart des personnes qui écoutent un podcast, c'est pour avoir quelque chose, on va dire, d'éducatif, la plupart du temps. La manière de capter des gens sur un podcast, c'est souvent, en fait, déjà d'être une sorte d'autorité dans le domaine ou d'avoir un podcast qui est vraiment différenciant en termes de sujets. Par exemple, il y a quelqu'un à Bangkok qui avait, qui a lancé un podcast qui s'appelle One Night in Bangkok, où il interviewe, des actrices pornographiques, des choses comme ça, qui habitent en Thaïlande. C'est marrant
et ou des personnes juste qui font la fête à Bangkok. Pourquoi est-ce que les gens ont écouté ce podcast? Bah, parce que c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire que le setup qu'il a fait sur YouTube vidéo est sympa, petit 1. Petit 2, il a des invités soit connus, soit originaux. Petit 3, l'idée n'était jamais faite. Petit 4, ça regroupe les gens de Bangkok, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de trucs comme ça autour. Si demain vous êtes coach, si vous avez une idée unique de podcast, pourquoi pas? Si vous faites un podcast un peu global, personne va vous écouter. Par contre, faire des formats longs sur YouTube, c'est le plus intéressant et c'est ce que je disais dans le workshop. Pour les personnes peut-être qui écoutent ce podcast, faire des formats Miro, faire des formats Loom, ça ne sert à rien. Il faut arrêter en 2026. Personne n'a jamais réussi sur YouTube avec ce format. La seule personne en francophonie qui a réussi avec ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Mathis Chloé, qui est entrepreneur. C'est le seul qui a fonctionné avec des formats Miro. Le seul. C'est pour ça que les coachs qui se mettent à le copier échouent et que leurs vidéos, elles font 50 vues et c'est peut-être même pas des vues qualifiées, c'est peut-être un début de watch time. Vous devez créer votre show. J'en parlais dans le workshop. C'est créer son show, comme ce que tu vois à la télé. C'est un show unique à vous. Ah bien sûr, toi, tu as ton tableau justement où tu notes. Et j'ai mon tableau qui est juste là à ma gauche, mais je l'utilise, rarement. J'avais 2 tableaux avant, j'en ai racheté un, je l'utilise surtout pour, le mastermind, j'utilise de temps en temps dans des réels. Mais moi sur des par exemple, moi je me permets de faire ça ou je me permets par exemple, ce que j'avais fait, j'ai installé une caméra au plafond et ça me filmait sur l'iPad et je dessinais ou j'écrivais des choses, mais parce que je peux me permettre de le faire, parce que j'ai déjà une audience qui m'écoute parce qu'ils savent qu'ils vont obtenir quelque chose de qualitatif. Quand vous n'avez pas d'audience, vous devez capter l'attention et capter l'attention, ça passe par faire quelque chose en termes de format qui soit un peu plus travaillé. Et avoir un bon montage, tu penses que ça a une importance ou pas? J'en parlais tout à l'heure, j'ai eu un live mastermind et il y a quelqu'un qui s'appelle Johan qui m'a posé la question. La réponse à ça, c'est quand vous êtes personne et que vous faites du contenu éducatif, oui, ça va aider. Je pense pour le format purement éducatif. Pas pour le format vlog. Si tu fais un format vlog, tu fais des cuts et ça suffit. OK. Et c'est marrant que tu parles du format vlog, ça m'y fait penser, mais est-ce que pour toi, le format vlog, c'est intéressant pour un coach ou faut vraiment se focus quand même sur le côté éducatif avec des value assets? Il faut faire les deux. Mais c'est quoi un value asset, Manel? Mais justement, moi, en fait, ce que j'entends par value asset, c'est le truc Miro et donc C'est per- c'est- Je te coupe parce que je vais répondre. Donc, vas-y, donc continue. Donc pour moi, il faut faire son value asset à soi et on n'est pas forcément obligé de l'appeler value asset parce qu'il me semble que ça c'est tiré des US si je dis pas de bêtises et plutôt trouver son propre nom pour son format long. En fait, je vais te le dire, hein, quand tu n'es personne et que tu te mets à faire, des miros, qui va écouter ton miro sur la perte de poids? Heu, Si on parle de value asset, un vlog avec une composante éducative est bien plus intéressant que n'importe quel miro. Pourquoi? Parce que les personnes vont s'attacher à ton format, ils vont s'attacher à ta personne et ils vont se dire: «Ah, untel, elle m'a don» j'en parlais l'autre jour, une, élève du mastermind qui s'appelle Ange-Marie, justement pour retravailler un peu ce qu'elle faisait autour de YouTube et je lui disais: «Mais dans tes vlogs, t'insères 2-3 trucs éducatifs dedans, comme ça les gens ils vont se dire: "Ah, elle a un bon physique, elle est sympa, j'aime bien son format et elle est intelligente"». Et à partir du moment où tu produis suffisamment de contenu comme ça, tu peux te permettre de produire du contenu qui est uniquement éducatif. Parce que les gens ont déjà confiance en toi. Si les gens ne savent pas qui tu es et n'ont pas confiance en toi, pourquoi est-ce que je vais écouter une vidéo de 10 à 20 minutes de quelqu'un en qui je n'ai pas confiance? Parce que le processus d'achat, c'est un processus de confiance. Il y a des personnes, moi, qui mettent 2 ans avant d'acheter le mastermind. Bien sûr. Et toi, tu as réussi à avoir cette confiance via les vlogs en partie ou pas? J'ai fait les vlogs souvent, c'est par exemple, c'est un format, qui fonctionne relativement bien, que ce soit des vlogs, on va dire en compétition, mais ça souvent c'est évidemment parce qu'il y a des athlètes et cetera et donc que les personnes aiment, regarder pour ça. Mais après il y a d'autres vlogs, quand je fais des vlogs par exemple, dans la mesure où j'habite en Thaïlande, ce sont des vidéos qui fonctionnent bien et d'une manière ou d'une autre, ça aide parce que les gens s'attachent un peu plus à ta personnalité lors des vlogs, tu vois? Et pas uniquement à l'information en tant que telle. Et si tu regardes toutes mes vidéos qui ont on va dire, si tu regardes mes vidéos, sur YouTube, tu regardes populaires, il y a beaucoup de vidéos où ce sont des compétitions. Par exemple, Yann qui a gagné sa carte pro, on a dû faire, 10 000 vues, il y a certains trainings où j'ai dû faire 10 000 vues, la WNBF, on a dû faire 8 000 vues, j'ai d'autres trainings sur YouTube, on a dû faire, 5 000 6 000 vues. Ça, c'est uniquement des formats qui sont un peu plus, flexi training vlog, tu vois? OK.
et avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment l'aspect complémentaire avec format court Insta, format long YouTube. Mais le format court, il sert à rien. En fait, le format court, pour moi, le seul intérêt du format court, c'est d'attirer quelqu'un vers un format long. C'est le seul vrai intérêt. C'est intéressant. Ouais, parce Comment qu'on t'expliques comment t'expliques que j'arrive à vendre tous mes masterminds sans faire un seul appel de vente? les gens ont gagné la confiance via le fait qu'ils aient passé un certain temps sur tes vidéos. C'est la règle Google, 7 heures, 4 plateformes différentes. 7 heures. Les gens, en moyenne, ils doivent consommer 7 heures de contenu avant d'acheter quelque chose. 7 heures. 7 heures, c'est beaucoup plus facile d'obtenir ça en 7 podcasts de 1 heure que d'obtenir ça en 60. Je fais le calcul en utilisant, rapidement avec 60 x 7, ça fait 420. Non, 7 heures, pardon, 60 minutes, fois 7 fois, heu, 30, je sais plus. Tu as compris le calcul que je Ouais, voulais faire, c'était le ouais. nombre de réels qu'il fallait. Je l'ai pas Mais beaucoup. exactement. Beaucoup. Ouais. Bah, du coup, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de réels, quoi. Ou beaucoup de discussions avec des gens, de prospection, outrancière et abusive et d'appels de vente non concluants. À vous de choisir votre camp, hein. Mmh. OK, donc toi, là, tu fais plus du tout d'appels de vente? Je ne fais aucun appel de vente. Auc OK, et est-ce que, par exemple, tu as déjà pensé à implémenter un setter, par exemple? Non. Non? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un setter? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un setter? Pour faire de la prospection à froid et déranger des gens qui n'ont pas envie d'être dérangés? Moi, j'ai une vision qui est extrêmement rigide par rapport à ça, dû au fait que je sais exactement comment ça fonctionne. Un processus de vente, je sais comment ça fonctionne. Un setter, je sais comment ça fonctionne. Un closer, je sais comment ça fonctionne. À partir de ce moment-là, je me dis: «Est-ce que j'ai une éthique de travail ou non?» J'ai une éthique de travail, donc je ne fais pas ça. Je veux que les gens soient convaincus de ce que je fais, pas que j'ai à forcer les gens d'être convaincus de ce que je fais. C'est très différent. Tu vois? Aujourd'hui, est-ce que tu as besoin d'un setter quand tu peux faire les 3 quarts des choses avec ManyChat? C'est surtout ça. Et après, ça dépend aussi de ce que vous voulez. C'est si vous voulez avoir une entreprise où vous employez beaucoup de personnes, vous sortez des ventes et vous prenez pas trop de plaisir, mais c'est ça. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre du plaisir à 100 dans ce que je fais. OK, donc ton avis sur le setting, c'est que tout ce qui est cold DM et cetera, ça dégage? Pour moi, le troll DM est la pire chose qui existe sur cette planète. Déjà, l'autre jour, dans le workshop, je demandais aux personnes, il y avait 75 personnes en live. Je demandais: «Est-ce que vous avez tous déjà reçu un message d'un coach business qui dit: "Hey, salut, machin, tu besoin d'aide?"» Tous, ils disaient oui. Je dis: «Ah, combien de personnes ont répondu à ça?» Personne. C'est la preuve que les gens sont réticents à ce idée-là parce que ça montre une chose, ça montre que tu es dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, tu perds la main déjà et tu diminues dans ton niveau d'autorité. Moi, mon but, c'est d'être une figure entre guillemets «d'autorité» dans mon domaine et que les gens me fassent confiance. Par contre, il y a une grosse différence entre Paul DM des gens et des gens qui te demandent de l'aide et là, parler à des gens, ça, c'est différent. Après tout ce qui est technique de prospection un petit peu, «farfelue» entre guillemets, où je sais pas, tu vas, répondre en mode, gentil, je sais pas, à une story, mettre un emoji. Ça, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu es intéressé, ça se voit, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est en fait, à un moment donné, f ça se voit. Quand tu es intéressé, ça se voit et hélas, il y a beaucoup de personnes qui tombent dedans, mais c'est également pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça, qui ensuite font des appels de vente, qui forcent un petit peu la vente, qui ont la vente. Leur rétention, elle est pas très bonne et leur lifetime customer value, la somme totale d'argent que quelqu'un leur a donné dans la vie de leur business est relativement faible. C'est intéressant, et c'est un d'ailleurs, c'est top que tu en parles. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour avoir une lifetime value, assez élevée? Je me renouvelle constamment. J'améliore tout le temps des choses. Mmh, C'est et ça passe par là, hein. tu proposes par exemple des upsells en one to one après le mastermind? Plus maintenant, aujourd'hui, je me concentre sur le mastermind. Avant, j'ai un mentoring, j'ai des personnes qui ont très bien réussi, j'ai des personnes qui font, pour vous donner des chiffres, plus de qui sont passées de
1000 à 6 000 8 000 € de chiffre d'affaires. J'ai des personnes qui sont passées de 50 à 80 000 € de chiffre d'affaires. J'ai des personnes qui sont passées de 0 à 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas quelque chose dont je parle parce que pour moi, la base d'un coach, c'est d'être très compétent. Je vais pas demander à quelqu'un de me prendre du mentoring business, déjà s'il a pas fait le mastermind, parce que pour moi, c'est le socle de base de la compétence que tu dois avoir. Mais d'ailleurs, si aujourd'hui je n'obsèle pas ça, c'est tout simplement parce que j'estime que les 3 quarts des personnes, après le mastermind, sont assez compétentes pour, se développer tout seules. Donc j'ai pas d'upsell dans le mastermind. Parfois, il peut m'arriver de sortir ce qu'on appelle des behind the curtain, derrière les rideaux, des offres réservées à ces membres-là. Ça pourrait être d'autres modules annexes, d'autres choses que j'avais pas prévu de faire. Ces personnes, si elles en ont envie, elles sont libres de prendre ces choses-là. Mais c'est très rare. Mmh. OK. Et comment tu fais toi pour gérer la délivrabilité au mieux? Comment tu fais pour que 100 des personnes du mastermind soient satisfaits? Déjà, moi, la base, c'est le contenu que j'ai produit en amont. Donc les personnes sont là pour un certain curriculum. Donc la base, c'est de respecter ce curriculum et la deuxième base, c'est de répondre à absolument toutes les questions et les interrogations des personnes et faire en sorte d'améliorer pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure. J'ai des dizaines et des dizaines, je pense que je suis une des formations où j'ai le plus de témoignages vidéo de personnes qui m'ont, confirmé, et ça depuis 3 ans. J'ai des personnes d'ailleurs aujourd'hui, qui vendent des mentoring business, qui ont fait mon mastermind et j'ai leurs témoignages vidéo qui expliquent à quel point c'est très bien et ça fait des années et des années que je forme des coachs et j'ai une très haute satisfaction grâce au fait que je puisse répondre à de nombreuses questions et également, surtout que le curriculum soit très complet. OK. Bah, écoute, incroyable. Est-ce que j'avais d'autres questions à poser? Ouais, je voulais savoir un petit peu vis-à-vis du posing. Quelle importance, selon toi, le posing a pour un athlète? C'est c'est toujours la même chose, c'est si vous avez un très bon physique et que votre posing est nul, souvent ça vous coûtera les places. Par contre, si vous avez un physique nul, mais que vous avez un très bon posing, ça vous en fera pas gagner, tu vois? Il y a une limite, mais évidemment que c'est quelque chose qui est important et moi je recommande à tous mes athlètes, cette année, j'en ai plus d'une dizaine encore, de faire des cours de posing. Que ce soit pour apprendre les poses principales et les transitions notamment, dans la mesure où on sait que c'est ce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Mmh. OK. Bah, écoute, ça, c'est assez intéressant parce que là, tu continues, toi, de ton côté aussi à avoir des athlètes? Oui, parce que moi j'adore le coaching Ouais, et je continue cette année, j'ai encore une dizaine d'athlètes, quinzaine d'athlètes, notamment naturels, j'en ai énormément, amateurs, professionnels, qui feront une compétition cette année, que ce soit, WNBF Espagne, WNBF, France, il y aura, les championnats du monde, WNBF également. ça marche. Et toi, là, par la suite, tu me disais, tu voudrais faire un bachelor, c'est ça? Ou même Non, potentiellement un doctorat, un doctorat, un un doctorat. doctorat? Un doctorat pour, être chercheur, c'est ça? En fait, le but d'un doctorat, c'est juste de faire une thèse, de devenir ce qu'on appelle PhD, c'est-à-dire docteur de philosophie, c'est la vraie définition. Donc par la suite, c'est quelque chose qui t'ouvre plus de portes si tu as envie, soit de faire de la recherche, soit de faire de l'enseignement supérieur. C'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de faire dans l'immédiat, mais c'est une porte ouverte de plus. OK. Parce que toi, ce qui te passionne, c'est vraiment te former le plus possible, Moi, ce qui me continuellement. passionne, c'est ce que je peux faire qui peut aider des personnes dans la niche que j'ai choisie et faire ça, ça m'apportera forcément des compétences que j'avais pas avant et qui me serviront. Mmh. OK. Mais écoute, incroyable. Hem, je voulais savoir, toi, quel est l'élément qui fera qu'un coach fasse partie du top 1 des coachs en ligne? L'abnégation, la capacité à répéter les choses et à itérer sur ce qui fonctionne et à pas abandonner et à dominer une niche. Dominer un problème, si tu domines un problème, tu es imbattable. OK. Et quand tu dis, répéter les choses, par exemple, au niveau du contenu, selon toi, tu peux répéter plusieurs fois les mêmes choses dans différents formats? Exactement. Si ça fonctionne, refais-le de 10 manières différentes. Ouais, bien sûr. Si le sujet fonctionne, refais-le de 10 manières différentes. Il y a aucun mal à refaire des choses et à c'est une grande partie de la création, recycler son propre contenu. Ouais.
OK, et j'ai vu aussi que tu te mettais à faire des carrousels. L'intérêt derrière, c'est plutôt de former davantage, c'est ça? O oui et également parce que moi le carrousel, c'est le format de post que je fais qui a le plus d'interaction. C'est le format où j'ai le plus d'enregistrements et où j'ai le plus gros nombre de viewers. La plupart du temps, le carrousel me permet également de dispenser des informations un peu plus simples pour les personnes. OK, et est-ce que tu conseillerais, par exemple, à des coachs ou même, toi de ton côté, je sais pas si tu en fais, des ads? Oui, je en fait, c'est je sais pas pourquoi on a critiqué les ads pendant enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué. N'importe quel business au monde que vous voyez repose sur de la publicité. La publicité, ça vous permet juste d'obtenir quelque chose, un flux de clients qui est un peu plus prévisible. Pour les coachs en ligne, c'est très différent. Par exemple, faire ce qu'on appelle de la follow ad, de l'ads pour que les gens follow, souvent, les résultats que j'ai vus sont relativement mauvais. Mais faire un boost de post sur un contenu organique qui fonctionne pour vous permettre d'avoir plus d'abonnés qualifiés, ça, c'est intéressant. Non, je vous demande pas de faire un tunnel VSL, hein, mais juste un boost sur un contenu qui fonctionne peut vous rapporter des abonnés qualifiés. OK, intéressant. Hem Et toi qui as pas une très grosse audience, même si elle commence à croître davantage, un coach qui a par exemple 400 abonnés sur Instagram, comment il pourrait réussir à bien gagner sa vie avec cette petite audience? Le nombre d'abonnés veut rien dire. L'important, c'est l'impact que tu as. Il y a des dizaines de coachs, qui ont plus d'abonnés que moi et si demain tu mets une compétition et tu donnes leur nom ou tu donnes The Prévede, il y a beaucoup de personnes qui savent quand même qui je suis malgré le fait que j'ai beaucoup moins d'abonnés. L'important, c'est la niche dans laquelle tu es et donc c'est tu pourrais être à 400 abonnés et à être dans une très petite niche et toucher cette niche-là et vivre du coaching. Je suis aussi le premier à avoir dit, il y a des années que j'ai toujours vécu du coaching en ligne avant d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. OK, OK, OK. Parce que tu disais aussi qu'à un moment, au tout début, tu coachais, uniquement aux US, ça c'est Oui, oui, parce qu'au début, j'ai fait du contenu qu'en anglais. Il y avait pas de raison spécifique. et actuellement tu souhaites, parce qu'il me semble que tu as un compte aussi en anglais, Oui, vendre ton mastermind et le proposer pour les oui. C'est ce qu'on commence à faire là, on commence juste à faire le contenu qu'il y a autour. Moi, j'ai 90 réels qui sont prévus et ensuite, je vais faire le mastermind en anglais parce que dans le milieu anglophone, même chose, il y a pas d'alternative au mastermind, aussi bien en termes de fond qu'en termes de forme et c'est pour ça que je me sens à l'aise aujourd'hui avec le faire en anglais. OK, et alors j'ai une dernière petite question. Par exemple, au niveau du Scout et cetera, où il y a d'autres plateformes de formation, est-ce que toi tu conseillerais à des coachs de se lancer sur Scout, par exemple? Pour quelle raison? Pour essayer d'améliorer leur accompagnement? En quoi ça améliore l'accompagnement? Je sais pas, par exemple, tu pourrais faire une partie onboarding et cetera? Ah oui! Bah, ça alors, est-ce que tu as besoin de Skool pour faire une partie onboarding? Pas particulièrement, non. Je pense que quand tu as pas trop de clients, il y a pas spécialement besoin et plus tu en as, simplifier la chose avec une plateforme éducative, ça peut être bien. Encore une fois, une communauté, ça s'entretient et je le sais parce qu'il y a plus de 1 500-2 000 personnes dans The Prep Family Circle et entretenir une communauté, c'est extrêmement, compliqué. Hem, Parce que encore une fois, ça dilue ton message vu que ça emmène les gens sur une autre plateforme. Je pense que si c'est pour dispenser un peu de contenu pour tes clients, ça peut être bien si le contenu, encore une fois, tu le rends de la bonne manière pour que ça soit applicable en pratique pour tes clients. OK, parce que donc effectivement, avoir une communauté quand tu comme tu dis que ça prend de l'entretien, enfin ça prend du temps, quoi. Donc toi tu proposes, je sais pas, il me semble que tu proposes pas d'appel, gratuit, par exemple, juste pour les membres? Est-ce que, par exemple, pour les membres gratuits de Circle, tu proposes des appels gratuits? Non, Non? je propose par contre, je réponds à toutes les questions, presque. Mais je propose pas d'appel parce que j'ai vu très peu de bénéfices à faire des appels gratuits. De groupe, hein, je parle. Ouais, OK, ça marche, et alors pourquoi avoir utilisé, Circle et pas, une autre plateforme? Parce que Circle est la meilleure plateforme pour créer une communauté, sans hésitation, que ce soit en termes de branding, en termes de fonctionnalité, de degré de personnalisation. Circle est loin devant.
School, Circle d'ailleurs était là avant School. School s'est juste fait connaître parce qu'il y a eu l'investissement d'Alex Hormozy dedans. School également se fait connaître parce qu'il y a une affiliation qui est plus grosse en pourcentage que Circle. Mais Circle, en termes de degré de personnalisation, c'est bien mieux. Par contre, Circle, c'est beaucoup plus cher, hein. Moi, Circle, ça me coûte 5 000 l'année. OK. Ah oui, effectivement. Pour plus, il y a plus de fonctionnalités, il y a l'IA qui est intégrée. D'une manière générale, c'est mieux. OK. C'est si vous voulez vraiment rentrer dans un truc de communauté, dispenser des formations, et cetera, Circle, c'est la meilleure chose. Hem, Après School, ça suffit pour la plupart des coachs. Ouais, bien sûr. Parce que là, les fonctionnalités en plus de Circle, concrètement, c'est quoi? Tu peux avoir un chatbot IA intégré, tu as plus de personnalisation d'espace. En fait, School, tu as très peu de personnalisation d'espace. Même chose, School, il y a tu peux pas faire d'abonnement payant dedans. Tu peux faire qu'un produit payant, tu peux pas faire d'abonnement payant. Circle, demain, je peux te faire payer un abonnement dans un espace. Mmh. Bah, tu vois, avec School, par exemple, je sais qu'on peut, déjà pour entrer, tu payes, après tu peux mettre des modules payants en plus. Oui, mais par exemple, tu peux pas faire un espace cool, gratuit, avec dedans des abonnements que tu proposes. Tu proposes que des choses payantes, mais pas d'abonnement. Mmh. OK. Je vois, je vois. Ouais. Effectivement, je pense que Circle, dans ce cas-là, c'est mieux et par exemple, maintenant, avec tout ce qui est IA et cetera, tu peux créer tes propres, plateformes de formation. Tu penses que c'est une bonne chose niveau personnalisation ou pas? Je pense que ça peut être bien, je pense juste que c'est un casse-tête et qu'il y a des gens qui le font mieux que toi. Et à partir du moment où il y a une meilleure solution, moi je vais opter pour la solution qui est la mieux, la plus pratique, même si c'est plus cher. Beh, écoute, nickel. J'avais juste un dernier petit point. Toi, il me semble que tu es expatrié à Bangkok, c'est bien ça? Oui, Ouais. Tu es dans un condo? je suis dans un condo. Ouais, c'est ça. C'est quoi un petit peu les avantages? Est-ce que tu as vu une différence entre justement Bangkok et la France? Il y en a plein, que ce soit en termes de qualité de service, de prestation de service, de coût de la vie, d'accessibilité à certaines choses. Pour moi, la Thaïlande est loin devant sur ça. OK et tu as déjà pu voyager, un peu ailleurs? Par exemple, Dubaï, ça te tente pas? J'ai voyagé dans une dizaine de pays, non, j'ai déjà été à Dubaï, c'est pas un endroit que j'apprécie spécialement, ni que ça soit en termes d'infrastructure derrière, j'ai jamais trouvé ça très intéressant, mais c'est mon avis. OK, très bien et allez go, j'ai une dernière petite question, ça va prendre, 1 minute. C'est un peu un casse-tête. Imagine que je supprime tout ton contenu de tous tes, réseaux et que tu as 1 minute pour laisser un message au monde. Quel serait ce message? Abonnez-vous à ma newsletter, parce que la newsletter est la seule chose qui vous appartient. OK, donc les mails selon toi, c'est, important au de nos jours? Non, mais les mails, ça a toujours été important. Les mails, c'est la chose la plus importante qui existe. Peu importe ce que les gens diront, les mails, c'est la chose la plus importante. Et OK, peu importe ce que les gens diront, les vrais bons marketeurs te diront, les mails, c'est la base, vraiment. Et donc, moi, si j'avais pu, j'aurais commencé plus tôt. Dès que vous avez 10 000 emails sur votre base email, vous savez que vous êtes bien. 10 000 et comment tu fais pour avoir autant d'emails? C'est de l'accumulation dans le temps. Moi, j'ai une newsletter. En plus de la newsletter, je propose ce que tu appelles sûrement les value assets. Dès que je donne un value asset, je demande un email en échange. Tous mes podcasts, maintenant, il y a une fiche récapitulative en dessous. Tu donnes ton email pour y accéder. Dès que tu t'inscris quelque part, tu donnes ton email. Les membres de The Push Family Circle, c'est de l'accumulation dans le temps. OK, parce qu'il me Et semble qu'il vas-y. vas-y, vas-y. Il me semble que c'est obligatoire, si je ne dis pas de bêtises, de demander l'autorisation pour Oui, utiliser l'email. oui, mais les personnes, quand elles téléchargent quelque chose, tu dois tout le temps cocher une case où il y a marqué vous autorisez à envoyer des emails. Parce que par exemple, si demain tu veux télécharger mon guide, mais que tu m'autorises pas à envoyer un email, ça marche pas. Bien sûr, mais tu peux pas prendre dans un ancien formulaire, par exemple, tu vois, par exemple, Google Forms, le mail de quelqu'un sans son autorisation? Non, non, tu n'as pas le droit. Tu peux prendre le formulaire uniquement si la personne t'a autorisé un jour à le prendre dans une chose qu'elle t'a autorisé et la personne peut se désabonner à tout moment de toute façon. C'est pour ça, hein, une liste email, c'est compliqué à avoir également. Faut compter, moi, dès que j'envoie un mail, évidemment, il y a plein de personnes qui se désabonnent parce qu'il y a plein de personnes également qui sont plus intéressées par ce que je fais aujourd'hui. Hem
Mais il y en a également beaucoup qui s'abonnent, et c'est ce qui compte. Ouais, bien sûr. Parce que moi, tu vois, je fonctionne surtout par un numéro WhatsApp. J'ai un groupe où j'ai quasiment 650 membres et ça, au final, c'est un petit peu comme les mails. Au final, je les ai, collectés au fur et à mesure et dedans, je partage du contenu gratuit, éducatif et cetera. Est-ce que tu penses que les numéros de téléphone, c'est une bonne chose? Oui, mais c'est pas pareil, mais oui, j'irais dire ça peut être une bonne solution. Ouais, OK. C'est toujours la même chose, c'est comme une liste et si tu l'entretiens, c'est bien. Mmh, bien sûr. Et à quel moment, à part selon toi, faudrait, commencer à faire, une newsletter? Non, c'est pas obligatoirement une newsletter, c'est juste envoyer des emails et avoir un certain format de mail, une récurrence dedans. Je pense dès que tu as 1000 abonnés, ça peut être bien. OK, très bien. Et après, oui, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, parler un petit peu de ce que tu fais, tout en donnant de la valeur. Toujours, toujours transmettre quelque chose qui puisse potentiellement aider quelqu'un. C'est la base de n'importe quel contenu, je pense. Bon, bah, écoute, nickel. Je prends note par rapport, à ça. En tout cas, merci à toi, Louis, c'était un plaisir. Est-ce que tu as un petit mot de Merci fin, Manel. à donner? Non, si les personnes ont envie, elles peuvent télécharger, la fiche que j'offre pour les personnes qui ont écouté ce podcast et merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Mais écoute, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Où peut-on te retrouver? Sur, YouTube, The Prep Dad. Yes, on mettra le lien. En plus, il me semble qu'on peut faire une sorte de collaboration maintenant sur YouTube. Tu peux faire une collaboration où tu peux taguer mon nom. Souvent, ce qui marche mieux, c'est tu tags mon nom dans le titre. Ça marche mieux parce que les gens, ils cliquent, en fait. Mmh, OK, très bon. Bon, bah, écoute, on fera ça avec grand plaisir. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne journée, à très vite. Merci Manel, à très vite. Parfait, merci.